Et si la vérité la plus terrible n'avait jamais été un scandale, ni une trahison spectaculaire, ni même un secret d'alcôve, mais quelque chose de plus froid, de plus lent, de plus implacable? Et si, derrière les dorures de l'Élysée, derrière les photographies officielles, derrière les sourires appris et les gestes calibrés, une femme avait compris, trop tard peut-être, que l'amour ne survit pas toujours à la conquête du pouvoir? Que reste-t-il d'un couple quand l'ambition devient une mécanique, quand la politique dévore les heures, les regards, les silences, et jusqu'à l'air même de la maison? Et que se passe-t-il lorsqu'une femme que la France entière observe finit par voir, elle aussi, ce que tout le monde refusait de regarder en face, qu'entre l'homme qu'elle a aimé et le président qu'il est devenu, le fossé n'était plus un simple malaise, mais un abîme? Le récit de Cécilia Attias fascine, parce qu'il ne ressemble pas à une simple chronique sentimentale. C'est une trajectoire heurtée, faite de passion, de rupture, de retour, d'éblouissement et de départ. Née le 12 novembre 1957 à Boulogne-Billancourt, sous le nom de Cecilia Maria Sarah Isabel Siganer Albéniz, elle vient d'un milieu familial à l'identité multiple, où se croisent des racines russes, roumaines, juives, belges et espagnoles. Son père, André Siganer, né Aaron Chouganov, était un immigré d'origine russe juive né à Bucarest, devenu fourreur à Paris. Sa mère, Teresita Albéniz de Sfert, appartenait à une lignée hispano-belge liée à la diplomatie espagnole. Dès l'enfance, Cecilia porte donc en elle quelque chose d'intranquille et de composite, comme si sa vie devait être dès l'origine celle d'une femme qu'aucune case ne pourrait contenir. Il y a aussi, dans ses premières années, une fragilité physique qui marque durablement le personnage. Des problèmes cardiaques freinent sa croissance, et à l'âge de 13 ans, elle subit une opération du cœur. Cet épisode appartient à la partie moins commentée de sa légende, mais il éclaire beaucoup de choses. Chez certaines femmes, la vulnérabilité précoce ne fabrique pas la douceur. Elle forge une dureté intérieure, une façon de se tenir droite, une manière de survivre avant même d'apprendre à vivre. Plus tard, la presse française la décrira souvent comme une femme froide, insaisissable, autoritaire ou indocile. Mais chez Cecilia, cette distance a toujours ressemblé à une armure, bien plus qu'à une coquetterie. Avant Sarkozy, il y a eu Jacques Martin. Le 10 août 1984, elle épouse l'animateur vedette de la télévision française à Neuilly-sur-Seine. Elle a 26 ans, lui en a 52. Elle est enceinte de 9 mois. Et détail presque irréel, c'est le maire de Neuilly de l'époque, Nicolas Sarkozy, qui célèbre la cérémonie. De cette union naîtront 2 filles, Judith et Jeanne-Marie. Sur le papier, tout semble déjà romanesque. En réalité, ce mariage porte en lui une tension presque brutale. La jeunesse d'une femme en train de se construire face à une figure masculine déjà installée, déjà célèbre, déjà plus lourde qu'un amour ordinaire. À bien regarder l'histoire de Cecilia, on comprend que Jacques Martin n'a pas seulement été le premier grand compagnon, il a peut-être été la première scène où elle a senti le prix réel d'une relation déséquilibrée. Puis vient Nicolas Sarkozy. Là encore, l'histoire semble trop cinématographique pour être anodine. Sarkozy tombe sous le charme de la mariée qui l'unit civilement. Selon de nombreux récits biographiques, il lui faudra plusieurs années pour la conquérir. En 1988, Cecilia quitte Jacques Martin pour vivre avec lui. En 1989, le divorce avec son premier mari est achevé. Nicolas Sarkozy, de son côté, ne divorce de sa première épouse qu'en 1996, année où il épouse Cecilia le 23 octobre. Bernard Arnault et Martin Bouygues figurent parmi les témoins. Leur fils Louis naît le 28 avril 1997. Tout dans cette séquence dit la passion, la détermination, la force d'attraction réciproque, mais aussi une vérité plus sombre. Leur histoire s'est bâtie dans la rupture, dans le basculement, dans la promesse d'une intensité hors norme. Or, les amours nés dans l'exception finissent parfois par se consumer sous le poids même de ce qu'elles avaient de rare. Pendant des années, Cecilia ne se contente pas d'être la femme d'eux, elle travaille avec lui. Elle a des bureaux près des siens, l'accompagne à Neuilly, à l'Assemblée nationale, au ministère, participe à son univers politique, à son agenda, à son image, à sa mécanique de conquête. Sa propre fondation rappellera plus tard qu'elle a servi le public français comme assistante parlementaire,
puis à la mairie de Neuilly, à l'Assemblée nationale, au ministère de l'Intérieur, où elle s'est impliquée sur les droits des femmes, les violences domestiques, l'immigration, l'assimilation et les crimes contre les enfants. En 2004, elle est nommée conseillère technique. En 2005, elle devient directrice de cabinet du président de l'UMP. Ce détail est essentiel, car il détruit une lecture trop simple. Cécilia n'était pas une décoration au bras d'un homme puissant. Elle était une actrice, une partenaire, parfois même une influence. Elle a elle-même résumé plus tard d'une formule nette. Elle ne travaillait pas pour Nicolas Sarkozy. Ils travaillaient ensemble. C'est peut-être là que se niche le premier grand nœud de ce drame. Parce qu'un couple qui se nourrit du même projet peut aussi se perdre dans ce projet. Au début, cette fusion a dû ressembler à une force. Deux ambitions différentes, mais emboîtées. Deux tempéraments nerveux, pressés, intenses. Deux êtres capables de préférer l'action au repos et la conquête à la prudence. Mais plus les années avancent, plus cette alliance semble se transformer en machine de tension. Les biographies et les grands portraits de presse rappellent que leur relation fut un enchaînement de crises, d'éloignements, de retours, d'épisodes de réconciliation et de nouvelles fêlures. Ce n'était pas seulement une histoire d'amour, c'était déjà une zone de turbulence. En 2005, tout explose publiquement. Cécilia entretient alors une relation avec Richard Attias, dirigeant du monde de la communication et de l'événementiel. Elle part, puis elle revient au début de l'année 2006. De son côté, Nicolas Sarkozy est également donné, à cette époque, comme proche de la journaliste Anne Fulda. On entre ici dans une zone qu'il faut raconter avec prudence. Il y a les faits établis et il y a le vacarme des commentaires. Le fait établi, c'est que Cécilia admettra elle-même plus tard avoir rencontré quelqu'un, être tombée amoureuse et être partie. Le fait établi aussi, c'est que le couple tente malgré tout une dernière réparation avant la présidentielle de 2007. Ce que l'on appelle souvent le terrible secret n'est donc pas un mystère sordide. C'est, au contraire, une vérité très humaine. Ils savaient déjà, tous les deux, avant même l'Élysée, que leur mariage était profondément blessé. Et c'est ici que la phrase demandée par ton angle prend tout son sens. La différence entre l'avant et l'après-présidence. Car selon Reuters, Cécilia dira après la rupture que son mariage a échoué 5 mois après l'élection de Nicolas Sarkozy parce qu'elle détestait la vie sous les projecteurs. Le calendrier part de lui-même. Nicolas Sarkozy est investi président le 16 mai 2007. Le divorce est officialisé en octobre 2007. Entre ces deux dates, il n'y a qu'un bref couloir de 5 mois. 5 mois durant lesquels la France découvre non seulement un nouveau président, mais aussi une première dame qui semble déjà absente de son propre rôle. Et voilà sans doute la vérité terrible, la plus crédible, la plus solide, la plus tragique aussi. L'Élysée n'a pas détruit un couple heureux. Il a achevé un couple déjà épuisé. Le pouvoir n'a pas créé la fissure. Il l'a rendue impossible à cacher. Tant que Nicolas Sarkozy restait ministre, chef de parti, homme en marche vers le sommet, il restait encore un espace pour l'illusion, pour le mouvement, pour la promesse. Mais lorsqu'il devient président, tout se fige, tout s'institutionnalise, tout devient spectacle national. Et un couple qui vivait déjà au bord de la rupture se retrouve soudain enfermé dans la vitrine la plus exposée du pays. À partir de là, la moindre absence devient un message, le moindre déplacement une interprétation, le moindre silence une rumeur d'État. Les signes s'accumulent alors avec une violence presque théâtrale. Durant la campagne présidentielle de 2007, Cécilia joue peu de rôles publics et ne vote même pas au second tour du 6 mai, ce qui choque la France politique et médiatique. En juin 2007, elle quitte le sommet du G8 après à peine 24 heures. En août, lors d'un séjour à Wolfboro, elle annule au dernier moment un déjeuner avec George W. Bush et Laura Bush, officiellement pour raison de santé, avant d'être photographiés faisant du shopping. Pour la presse, tout cela nourrit la chronique. Pour un couple, cela ressemble à autre chose. L'épuisement de la représentation. L'impossibilité même de faire semblant encore quelques semaines de plus. Quand Cécilia parlera plus tard, elle ne décrira pas un monstre politique ni une conspiration intime. Elle dira quelque chose de plus banal et de plus cruel. Dans l'entretien rappelé par Reuters,
et dans les récits biographiques ultérieurs, elle explique qu'elle n'avait plus sa place dans le couple, que celui-ci n'était plus l'essentiel de sa vie, qu'il ne fonctionnait plus. Le Monde notera aussi qu'elle refusera par la suite de juger publiquement le quinquennat de son ex-mari, estimant qu'il serait déplacé de sa part d'en porter un jugement. Cela compte énormément. Même quand elle sort du silence, elle ne livre pas une vengeance politique. Elle livre surtout le constat qu'à un moment, une femme peut rester dans une histoire par devoir, par fidélité à une époque, par attachement au passé, puis comprendre soudain qu'elle n'y habite plus. Alors, quelle fut la relation qui l'a le plus blessée et laquelle lui a laissé le plus de regrets? Sur ce terrain, il faut être honnête. Cécilia Attias n'a jamais établi publiquement ce classement en ces termes. Mais si l'on suit la chronologie et ses propres paroles, le mariage avec Nicolas Sarkozy semble avoir été la relation la plus exposée, la plus intense, la plus fusionnelle et par conséquent, la plus destructrice lorsqu'elle s'est défait. C'est avec lui qu'elle a partagé 20 ans de vie politique, un fils, un projet de conquête, une place au sommet de l'État, et c'est avec lui que la fracture a pris une dimension nationale. La blessure la plus profonde est souvent celle qui mêle l'intime, le destin et le regard de millions de gens. Quant au regret le plus douloureux, il se situe peut-être ailleurs, non pas dans le fait d'avoir aimé Sarkozy, mais dans le fait d'avoir dû constater que cet amour-là ne pouvait plus la sauver quand la machine du pouvoir s'est refermée. Cette lecture est une interprétation du parcours, pas une citation directe de sa part. Elle s'appuie sur le décalage évident entre la force de leur histoire et la brutalité de sa fin publique. Et Jacques Martin dans tout cela, son nom appartient à l'autre rive de sa vie, celle d'avant la grande saga politique. C'est peut-être la relation qui lui a laissé le plus de mélancolie, parce qu'elle fut abandonnée au moment où tout semblait encore pouvoir être autre. Mais là encore, rien ne permet d'affirmer qu'il fut l'amour du regret, sans tomber dans l'invention. Ce que l'on peut dire, en revanche, c'est que le parcours amoureux de Cécilia n'a jamais été une simple succession d'hommes. Il ressemble davantage à la recherche obstinée d'un lieu intérieur où elle pourrait enfin respirer sans avoir à jouer un rôle. Le récit qui consiste à dire qu'elle a changé d'homme rate le cœur du personnage. Le vrai fil rouge, c'est sa lutte pour ne pas se perdre elle-même. Lorsque le divorce avec Nicolas Sarkozy est officialisé par l'Élysée en octobre 2007, la France assiste à une scène inédite sous la Ve République. Un président en exercice divorce. Reuters souligne alors le caractère exceptionnel de l'événement. Juridiquement, Le Monde rappellera plus tard qu'il s'agissait d'un divorce par consentement mutuel, ce qui n'impliquait pas, sur le plan judiciaire, la mise en cause d'une faute de l'un ou l'autre. En clair, la République n'a pas tranché un drame moral. Elle a enregistré la fin administrative d'une histoire qui s'était déjà effondrée ailleurs, dans les coulisses, dans les chambres, dans les non-dits, bien avant l'annonce officielle. Quelques mois plus tard, le 23 mars 2008, Cécilia épouse Richard Attias au Rockefeller Center à New York. Ce détail n'est pas seulement mondain, il a une valeur symbolique énorme. Loin de Paris, loin de l'Élysée, loin du protocole français, elle reconstruit sa vie dans un autre décor, un autre rythme, un autre langage social. Le Monde racontera plus tard que, depuis son départ, elle s'est installée d'abord à Dubaï, puis aux États-Unis, qu'elle suit encore la politique française à distance, mais comme spectatrice. Cette prise de distance n'est pas un simple exil géographique. C'est une manière de quitter la scène où son image avait été dévorée par les commentaires. La presse française l'a souvent décrite comme une femme forte, justement parce qu'elle a osé abandonner une position que beaucoup considéraient comme suprême, celle de première dame. Le Guardian parlait en 2007 d'une épouse « strong-willed », rétive aux attentes traditionnelles placées sur la conjointe d'un chef d'État. Le Monde, en 2012, rappelait qu'elle n'était restée que 5 petits mois dans ce rôle avant de tout lâcher. Et c'est peut-être là que naît son image la plus durable. Non pas la femme d'un président, mais la femme qui a refusé de se dissoudre dans la fonction de son mari. Dans un pays où l'on pardonne plus facilement aux hommes de partir qu'aux femmes de rompre avec le décor du pouvoir, ce geste avait quelque chose d'insolent, presque impardonnable pour certains, admirable pour d'autres. A-t-elle eu des regrets? Oui, sans doute. Mais pas forcément ceux qu'on imagine. Mais le regret le plus vraisemblable n'est pas d'avoir quitté l'Élysée, ni même d'avoir quitté Nicolas Sarkozy. Le regret le plus profond semble plutôt lié à la violence de la surexposition.
Le Monde rapporte qu'elle s'est dite très écorchée, très abîmée par la relation ambivalente avec la presse, et qu'elle avait accepté, à une époque, trop de portraits et trop de reportages, entrant dans un engrenage qui ne l'a plus quittée. Voilà un regret lourd, presque existentiel. Avoir cru qu'on pouvait contrôler son image quand, en réalité, c'est l'image qui finit par contrôler votre vie. Mais Cécilia Attias ne se résume pas à une ex-épouse présidentielle. Après la rupture, elle transforme sa notoriété en plateforme d'action. Sa fondation officielle explique qu'elle a consacré sa vie au service public, à l'activisme et au soutien des droits des femmes, et qu'elle met aujourd'hui son réseau, son expérience politique et sa connaissance du monde de la communication au service d'ONG et d'entrepreneurs sociaux. Le Monde décrit également son engagement concret. Mise en relation d'associations avec des entreprises, soutien des femmes en difficulté, collecte de moyens pour des projets au Bronx ou au Rwanda. Cette seconde vie est essentielle parce qu'elle raconte une autre vérité, moins spectaculaire mais plus profonde. Certaines femmes ne se reconstruisent pas en effaçant le passé, mais en redirigeant la lumière qui les a blessées vers une cause qui les dépasse. Ses goûts, ses joies, ses habitudes aussi dessinent un portrait plus intime. Le Monde évoque une discipline alimentaire stricte et une pratique sportive régulière, signe d'une femme qui se tient, qui se gouverne elle-même, qui a besoin d'ordre pour résister au chaos. D'autres biographies rappellent qu'elle a étudié le piano, commencé des études de droit à Assas, travaillé dans la mode et les relations publiques avant d'entrer durablement dans la sphère politique. Autrement dit, elle a toujours gardé un lien avec l'élégance, la culture, l'effort, l'apprentissage, comme si son équilibre passait par des formes discrètes de maîtrise de soi. Derrière la figure mondaine, il y a une femme de discipline, presque de méthode. Et son conseil aux jeunes générations? Là encore, il faut éviter d'inventer une formule qu'elle n'aurait pas prononcée mot pour mot. Mais son parcours, ses prises de position et sa manière de parler de sa vie permettent de dégager une leçon très nette. Ne pas vivre dans le bris, ne pas tricher avec soi-même, ne pas rester dans un rôle devenu vide. Le Monde la cite disant qu'elle aime se tenir droite dans la vie et qu'elle n'est pas quelqu'un qui triche ou qui trompe. Toute sa trajectoire, pour le meilleur comme pour le pire, semble porter ce message. On peut se tromper d'époque, de décor, d'histoire. Mais le vrai danger est de continuer à habiter une existence qui n'est plus la sienne. Alors, qu'a-t-elle vraiment révélé sur Nicolas Sarkozy? Si l'on refuse les fantasmes faciles, la réponse est plus puissante encore que n'importe quelle rumeur. Elle a révélé que le passage de l'homme ambitieux au chef d'État a changé la nature même de leur lien, que la présidence a rendu leur mariage intenable, que la vie dans la lumière lui était devenue insupportable, et que l'union n'a tenu que quelques mois après l'accession à l'Élysée. Cette vérité n'est pas terrible parce qu'elle serait scandaleuse. Elle est terrible parce qu'elle dit qu'un grand destin politique peut être, pour l'amour, une machine de dislocation. À cet endroit, Cécilia Attias ne raconte pas seulement Nicolas Sarkozy. Elle raconte un phénomène plus vaste. La manière dont le pouvoir finit parfois par exiger de ceux qui l'approchent qu'ils sacrifient soit leur paix, soit leur vérité. Et c'est peut-être pour cela que son histoire continue de hanter l'imaginaire français, parce qu'elle est à la fois flamboyante et profondément triste. Une femme née dans le mélange des origines, freinée très tôt par la maladie, propulsée dans les cercles du pouvoir, liée d'abord à une star de la télévision, puis à un futur président, devenue elle-même figure politique sans mandat, happée par la surexposition, jugée, caricaturée, blessée, puis repartie ailleurs pour tenter d'exister autrement. Tout cela ne compose pas seulement une biographie. Cela compose une fable moderne sur le prix de l'amour quand il se mélange à la conquête, à la célébrité, à l'État, à la presse, aux projections des autres. Au fond, la question n'est peut-être pas de savoir si Cécilia Attias a aimé Jacques Martin, Nicolas Sarkozy ou Richard Attias plus qu'un autre. La vraie question est peut-être celle-ci. Auprès de qui a-t-elle cessé d'être un symbole pour redevenir une femme? Avec Jacques Martin, elle a connu le décalage. Avec Nicolas Sarkozy, la fusion puis la tempête. Avec Richard Attias, elle a cherché un espace de reconstruction, loin du centre du pouvoir français. Chacune de ces histoires lui a laissé quelque chose. Une blessure, un vertige, une fatigue, une leçon. Mais si l'on devait résumer son itinéraire en une seule phrase,
Ce serait peut-être celle-ci. Sa vie sentimentale n'a jamais été une collection de romances, mais une longue négociation avec sa propre liberté. Et voilà pourquoi, tant d'années après octobre 2007, son silence continue de faire autant de bruit quand il se fend d'une phrase, d'un souvenir, d'un constat. Parce qu'autour d'elle, la France n'entend pas seulement l'écho d'un divorce présidentiel. Elle entend le son beaucoup plus dérangeant d'une femme qui a regardé le pouvoir de près et qui un jour a choisi de lui tourner le dos. Non pour faire tomber un homme, non pour nourrir un feuilleton, mais pour sauver ce qui lui restait d'essentiel. Dans les grandes tragédies modernes, il n'y a pas toujours de crime. Parfois, il n'y a que cette vérité glaciale. On peut aimer très fort, construire pendant 20 ans, croire que l'on avance ensemble et découvrir au sommet que l'on s'est déjà perdu depuis longtemps.